Déjà extraordinaire, sans se concerter, Mais sans non, mais se consulter. Je savais comment tu t'habillais. Bah oui, parce que je n'ai qu'un look, bien évidemment. C'est une manière aimable de me dire, je savais comment t'allais venir. Parce que... Eustache m'a dit, je viens dans ma tenue de cabaret, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Oui, et je sais que ta tenue de cabaret, c'est dis-le. du noir et blanc, et que c'est du noir un peu sexy, etc. Donc je me suis dit, on va s'assortir. Moi, je me souviens de la première fois où tu m'as vu un peu comme ça, et tu m'as dit un truc extraordinaire. Tu m'as dit, mais je ne savais pas que tu avais des seins. Ah oui, c'est vrai. Parce que d'habitude, t'es très... Alors d'habitude, je suis vraiment... sans soutien-gorge. Déjà, et je suis dans le non-binary cliché. Totalement, avec des chemises très grandes. Voilà, ou du sweatshirt. Le but étant que des gens aient envie de rentrer dans mes vêtements avec moi, qui voient il y a de la place, on peut s'y mettre à plusieurs. Comme les Snuggies, tu sais, les ça. couvertures avec les manches, etc. Jusqu'ici, ça a plutôt bien fonctionné. Ah, oui. Parce que là, c'est vrai qu'à part rentrer moi là-dedans, on ne peut pas. Il y a plus de place. C'est très serré. Non, voilà. oui, je te sens comprimé. Ça me fait très bizarre. J'ai un peu l'impression que je vais perdre un œil. Ça va, ton homosexualité n'est pas trop... Là, c'est vraiment là où je me dis quand même je suis un peu lesbienne. Et donc il y a un vrai sujet, alors du coup tu peux m'expliquer. Face à moi, c'est normal, vous savez. C'est quoi un PD lesbienne, selon toi? Alors, c'est ce genre de chauve qui regarde mes seins avec ce genre d'intensité. On y est, on a les deux pieds dedans là. Est-ce que c'est pas parce que ça me rappelle aussi une belle paire de couilles Bien sûr, mais si ça te fait du bien de te dire ça, vas-y. Oh mon dieu. Écoute... J'ai jamais eu l'occasion de toucher des seins de femmes ou d'approcher de tout ça. T'as jamais touché de ça? J'ai jamais touché de ça. Mais ça. même pas une pote? Bah non, enfin, si bourré en soirée, mais genre à travers des vêtements, pas en mode relation sexuelle, tu vois, c'est pas la même chose. Ok, mais t'as déjà tout... Mais attends, parce qu'il y a tout un game de ça. Est-ce qu'il y avait un soutien-gorge? Parce que s'il y avait, il y avait un soutien-gorge. Et oui, donc s'il y avait un soutien-gorge, techniquement, tu vas toucher un soutien-gorge parce que... J'ai touché même un t-shirt, puis un soutien-gorge, et en dessous il y avait... voilà. C'est pas... Ça compte pas. Je veux pas te dévaloriser ton expérience et te dire ça compte pas. Non, mais j'ai pas de... Mais c'est vrai que c'était une meuf hétéro. Oui. Donc elle avait le fameux soutien-gorge avec moult couches de rembourrage. Ah non, pas elle. Il y a ça avant le sein, tu vois. C'est le genre de meuf hétéro qui pensait à se faire une réduction mammaire. Ça change rien malheureusement sur la qualité du soutien-gorge. C'est vrai. Ouais. Alors il y a des soutiens-gorge d'hétéro et des soutiens-gorge de lesbiennes? Évidemment. Ah, alors raconte-moi tout. Évidemment. J'adore, j'ai un petit cours. Alors dis-moi. Évidemment, mais de la même manière qu'il y a des slips de gays et des slips d'hétéro. Ah, ok, ça fait sens. Tout à fait. Évidemment. Ah ouais. Ah bah ouais. Et donc c'est quoi un... Le cliché, c'est que les hétéros vont aller mettre des trucs avec le maximum de protection pour pas qu'on voit leurs tétons. Pour pas qu'on voit la forme de leurs tétons. Oui, ok. Les hétéros sont très très complexés par le fait qu'on puisse deviner leurs tétons sous le t-shirt. Pas toutes les hétéros, bien évidemment. Je vous vois débarquer et dire oh non, ouais, c'est pas vrai. Je sais. En mode poupée Barbie. Je sais. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Pas toutes les hétéros, mais c'est vrai que c'est un peu le cliché. C'est beaucoup de rembourrage pour surtout pas qu'on voit la forme des tétons. Alors que les lesbiennes, c'est. Alors que les lesbiennes. Elles font des trous pour qu'on voit les tétons. On enlève le milieu. Comme dans Mean Girls. Tu te souviens de la scène? Régina Georges. Oh putain. Mais la lesbienne est beaucoup à la brassière. Celle qui porte encore... Bralette. La bralette. Le pire mot de vêtements du monde. Ouais. Je pense que s'il y avait un top des mots de vêtements de merde, c'est quand même la bralette. Ouais. Non, la lesbienne est pas mal à la brassière en fait. La brassière de sport, si tu es la lesbienne qui échoue. Voilà, exactement. Et puis non, beaucoup avec rien. Éveille lesbien pour moi. C'est vrai. Sarah Connor dans Terminator 2, elle est quand même en mode butch et tout, elle est pas mal. Moi, en vrai, c'est quoi? Alien 1. Ah bah oui, Sigou. Ah, Sigou. Avec sa petite culotte, et tu dis elle a le temps. Elle se fait peut-être pourchasser par un démon, par un monstre, mais elle a le temps de s'épiler la tâche parce que c'est quand même c'est du. Le chat dans ce film, c'est moi. C'est moi qui ai joué le chat. C'est moi qui ai joué le chat. Vraiment, ce chat qui est seul dans ce vaisseau immense avec cette femme à moitié nue, magnifique, hyper masculine. Sigou, je suis le chat. Vraiment, pour le coup, c'est une vraie belle héroïne. Oh. Ce personnage incroyable. Et les gens qui sont genre, oui, mais c'est le sexisme des années 80, voilà. Alors oui, elle est indépendante, mais elle est à moitié à poil. Oui, mais... Et pour qui? Et pour qui? Parce que cette vieille culotte blanche qu'elle porte, mes amis, qui est beaucoup trop petite... Qui n'est pas une culotte de règle. Qui n'est pas une culotte de règle. Elle a permis à beaucoup de jeunes femmes de s'émanciper, d'accord? Donc oui, c'est du male gaze, mais ça nous a servi à nous aussi. On m'a envoyé ce matin, je l'ai vu passer sur mon Instagram, un trailer Alien façon comédie. Ah, très drôle. Du 1? Du 1. Et en fait, l'alien, il cache le monstre, il montre juste le chat qui... Le chat s'est incrusté dans le vaisseau. Comment vont-ils faire pour rentrer à la maison avec un chat roux? Et là, t'as le chat qui fait comme ça. Et tu vois, c'est super drôle. Il y a un chat dans le vaisseau. Ah! Il y a une scène un peu détente qui s'étire pendant 4 minutes 5. Au tout début, quand il parle, oh là là, la bouffe est pas bonne. Et tu mets de la musique un peu comme ça, et ça marche bien. Oui, parce qu'il y a une scène tranquille, c'est la scène du début où tout le monde se réveille, ils prennent un petit déj. Exactement. Voilà. La scène tranquille. Tu sais que j'ai... Techniquement, je crois que j'ai jamais vu Alien 1 en entier.
Mais en fait, je le connais tellement par cœur. Oh, chérie, il faut que tu le vois. Mais en fait, juste du son et juste des extraits. En gros, chérie, il faut que tu le vois. Trauma d'enfance. J'avais 10 ans. Ah non, mais non. Trop tôt. C'était les vacances d'été. Les parents étaient sortis. Et il y avait mon frère et ma sœur. Et il y avait Alien. Et ils ont décidé de regarder Alien. Eux, ils avaient 15-16 ans. Oh non, mais. Et ils m'ont interdit de le voir. Mais toi, et donc, ils m'ont envoyé dans la chambre. Je me suis pas faufilé parce que j'avais quand même peur. Mais j'avais ouvert la porte et j'entendais juste les sons. Cauchemar. Juste les sons du film. C'était, mais trauma. Donc, par contre, j'ai vu le 2, j'ai vu tous les autres. J'ai pas vu Prometheus et compagnie, j'ai arrêté à la mort de Sigourney. On va se mettre d'accord, vraiment. Alien, c'est une trilogie. Le reste derrière... j'avais bien aimé le 4 au cinéma. Sauf le tout dernier, celui qui est sorti l'année dernière. Joss Whedon, il avait écrit le 4. Tu savais ça? Oui, mais ils sont pas canons, c'est compliqué, il y a plein d'erreurs dans le lore. Celui qui est génial, le dernier, qui est sorti l'année dernière. Ouais, mais alors maintenant, du coup, je suis en train de... Je peux plus regarder les gens mourir. Non, mais c'est pas des gens, c'est des twinks, c'est des jeunes qui meurent. Non, maintenant, j'ai décidé que ce que je voyais s'imprimer dans mon cerveau, me faisant ressentir des choses à l'intérieur, donc la mort me fait ressentir de la douleur. Donc tu regardes que oui. Je regarde que oui, que les comédies romantiques, que des trucs good vibes. C'est vrai? Ah, je peux pas regarder des trucs bad vibes. Attends, mais tu peux pas ou t'as décidé... Mais même si c'est drôle. Ça me fait vraiment pas rire. Genre Scream Queen. Ah, j'ai pas vu Scream Queen, c'est bien? Oui, mais c'est des gens qui meurent, mais c'est hilarant. Oui, on m'a dit. Mais après, c'est le genre de truc où tu dis, il faut regarder avec ses potes. Ouais. Et mon chat est pas le meilleur compagnon pour regarder ce genre de... J'aimerais qu'on parle un peu de ton chat, c'est important. Il faut qu'on parle un peu de ton chat. Après le chat d'Alien, je sais que t'aimes pas que je l'appelle comme ça, mais ton chat, la Pompote, vraiment il faut qu'on en parle. Son chat a des problèmes de santé, et des problèmes de respect aussi. Il va mieux, c'est plus des problèmes de respect maintenant que des problèmes de santé. Son chat fait caca dans une caisse, un bac si vous voulez, un bac Ikea, parce que sinon il en met partout. Un bac Leroy Merlin, ouais, parce qu'il a tendance quand il est stressé à pisser debout, et du coup le jet part loin, haut. Et donc, vraiment, Versailles s'est inspiré de son chat pour les fontaines à l'époque. C'est les fontaines de Versailles. Et du coup, donc, du coup, j'ai pris un grand bac, les grands bacs de rangement avec les poignées et tout. Non mais ça déjà... Et ça atteint le sommet, hein. Non mais ça déjà c'est terrible, mais ce qui est affreux, c'est que ton chat refuse de faire caca si tu n'es pas là pour le presser un peu. C'est pour ça que je l'appelle la Pompote, parce qu'il faut presser le chat. Alors figure-toi qu'on a trouvé la vraie réponse, c'est triste. En fait, le pauvre chat, il a une inflammation chronique de l'intestin. Ah, la Veto a trouvé un truc. Ouais, c'est comme une maladie de Crohn, mais version chat. Je suis désolée pour ton chat. Et du coup, en fait, il est en souffrance depuis qu'il a 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il est en souffrance. Et donc c'est pour ça qu'il tapait à chaque fois qu'il fait caca et qu'il est genre, est-ce que tu peux être là? Et je te vois le caresser pendant qu'il fait caca. Non, je le caresse pas quand il fait caca. C'est pas vrai, je t'ai déjà vu le gratouiller pendant qu'il fait caca, ou lui parler, être là à côté. Je lui parle pour le rassurer, etc. Mais effectivement, maintenant je sais. Il a mal en fait. Et maintenant ça va, du coup il a un traitement et j'ai plus de soucis. Pourquoi prendre un animal? C'est terrible. Écoute, à l'époque c'était une bonne idée. Là, je souffre un petit peu. Ouais. Mais l'animal de compagnie vieillissant, c'est pas facile. Hein. Non. Après, il m'a sauvé le confinement aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais il y a des avantages. Mais quand il est vieillissant, l'animal de compagnie, quel que soit l'animal de compagnie. Ouais, c'est puis surtout que là, je suis vraiment seul avec lui en tête à tête, donc c'est un petit truc un peu pas. Mais écoute, j'ai entendu une dinguerie récemment. Vas-y. J'ai une pote Gwyn. Putain. Qui m'a sorti cette phrase terrible que chaque pote Gwyn de ta vie te sort un jour, il faut réagir très vite. Elle m'a dit, les yeux dans un bar. Avec mon ex, on réfléchit à prendre un chat. Avec mon ex? Girl, I can't. Mais... I can't. Why? Pourquoi les lesbiennes? Pourquoi? Mais, pardon. Je n'ai pas d'explication. C'est toutes les Gwyn. Mais en plus, c'est pas un chien que tu peux envoyer l'un chez l'autre. Le chat, c'est hyper territorial, là. Un chien. J'ai dit un chat? Ah oui, t'as dit un chat. Un chien, pardon, non. Un chien. Ah oui, adopter un chien et faire garde partagée avec son ex. Son ex avec qui elle est restée des années ensemble. Après, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Est-ce que les lesbiennes vont bien? C'est vraiment la vraie question qu'il faut se poser. Parce est-ce que les goudous vont bien? Est-ce que les hétérosexuels vont bien? C'est très rigolo, mais on sait que la réponse est non. C'est toujours non. Est-ce que les lesbiennes vont bien? C'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude. Parce qu'il y a de ces dingueries. Heureusement, j'étais seule avec elle, en train de lui dire dans aucun univers tu ne fais ça. Non, mais on est encore potes. Non. Non. Ce qu'il faut, en fait, le pire, c'est qu'au moins les hétéros, ils ont l'excuse de de pas avoir l'occasion de travailler pour eux. Genre les mecs hétéros, tu sais que toute la société leur dit faut être comme ça, faut être dans un carcan, dans un machin. Les Gwyn et les PD aussi, généralement, ce sont des personnes qui se sont quand même posé des questions, ne serait-ce que pour remettre en question le schéma hétérosexuel. Et donc du coup, c'est quand même des gens où tu te dis, il y a quand même un éveil psy et un début de dire, ok, voilà comment est mon état mental. Oui. Et donc, on en arrive quand même à ça, et qu'il n'y ait pas le recul pour se dire... Pour se protéger. Et se dire, mauvaise idée. Oui, mais alors... Et ça fait vraiment genre, j'ai jamais regardé un seul épisode de série télé américaine de ma vie. C'est un peu ça, mais pour l'avoir vécu de nombreuses fois, c'est à cause du vertige lesbien. C'est quoi le vertige lesbien? Le vertige lesbien, c'est
le vertige lesbien. C'est cette sensation complètement incroyable en tant que femme d'être amoureux d'une fille. Et ça donne quoi au quotidien ? En fait... C'est pour ça que vous emménagez au bout de 15 jours ? Oui, c'est à cause du vertige lesbien. C'est immense. Donc au lieu de vertige de l'amour, Machung aurait dû écrire le vertige lesbien. Vertige du vagin. Mais complètement. Complètement. D'être in love d'une femme, c'est comme de se tenir au bord d'un précipice. C'est quelque chose d'immense. Et c'est comme se jeter dans un puits sans fond. En termes de sensation, je parle pas de sexualité là, je parle vraiment en termes de loi. Tu as l'impression de défier la loi de Dieu. Je sais pas comment dire, c'est immense. L'attirance entre deux femmes, c'est immense. Et comme nous, on n'a pas ce truc intrinsèque qu'ont les personnes qui ont été élevées comme des garçons, à savoir d'avoir les sentiments tout rabougris comme deux pruneaux secs au fond du slibard, nous, nos sentiments, on arrive à les exprimer, on communique énormément, ce qui fait qu'on arrive à une intimité, un degré d'intimité entre femmes, à une vitesse grand V, il faut s'en protéger, bien sûr, mais c'est à cause du vertige lesbien qu'on fait des conneries comme ça. Wow. Parce que l'intimité entre deux femmes... De livre, ça. Ah mais vraiment, le vertige lesbien, c'est quelque chose de très particulier, et c'est pour ça qu'on fait énormément de drames d'époque. En termes de films lesbiens, on fait beaucoup du drama d'époque, parce que... Il y a romantique, 19e, il y a un lyrisme, et tout. il y a un véritable lyrisme, mais qui est très sensationnel. Parce qu'effectivement... Et qui va bien avec cette époque, de grands drames, de grandes robes, ça va bien avec, effectivement. Et les films lesbiens contemporains sont beaucoup plus dans la violence, où ça se bastonne à chaque fois. C'est plus ça, en mode... un truc toujours de... soit elles sont malheureuses parce qu'elles vont se jeter du haut d'une falaise, soit elles sont malheureuses et elles ont envie de se cogner, ou alors elles vont se jeter... mais dans tous les cas, elles vont trop vite, trop loin. La lesbienne meurt. Oui, la lesbienne est punie, quoi qu'il arrive, la lesbienne est punie. Même entre elles, même quand c'est une lesbienne qui filme, tu sens quand même qu'il y a un truc de... Oui, bien sûr. Mais vraiment... La vieille goudou heureuse depuis 40 ans, ça existe. Ah oui, bien sûr. Mais c'est bon, c'est pas le truc le plus intéressant à filmer peut-être. Non, je pense que c'est... Mais alors il y en a des films qui parlent des vieilles goudous très heureuses, il y en a. Mais beaucoup de films se contentent de parler des premiers émois parce que c'est là qu'il y a le vertige lesbien. Mais c'est à cause de ça que les lesbiennes font des mauvaises décisions du genre prendre un chien avec son ex. Non, on ne fait pas ça. N'importe quoi. Ça me fait penser à la séquence film lesbien ou synopsis de ChatGPT. Oh oui, vas-y, je t'en prie. Attends, je ressors, faut que je retrouve mes fiches. Où est-ce que j'ai foutu mes petites fiches? Alors... Oh, elle est belle ta bague, fais voir ta bague. C'est la bague de l'amour. Incroyable, regardez. Ouf. Ok. Donc, j'adore ce jeu. Le principe est simple. J'adore ce jeu, j'ai jamais joué à ce jeu, je l'aime déjà. Je l'ai inventé. Je vais te lire des synopsis de films. Ok. Certains, c'est issu de vrais films. De vrais films lesbiens? De vrais films, je les ai tous vus. Alors, c'est pas forcément français, ça peut être de n'importe quel pays. Ça peut être de la Suède, ça peut être de Madagascar. Enfin, vraiment. Parce que tu crois que j'ai vu que les films français? Je sais pas, je précise. D'autres, c'est des synopsis. Ma pote Hélène qui est en train de se toucher devant l'écran en voyant ça actuellement, tellement elle doit être heureuse de cette séquence. Et il y a d'autres qui sont donc écrits par ChatGPT et le but c'est de deviner vrai film. C'est trop bien. Si je me trompe, Hélène va m'insulter derrière son écran. Ne m'insulte pas, Hélène. Ok, alors, premier extrait. Synopsis. Raph et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'urgence, proche de l'asphyxie, le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital sous pression doit fermer ses portes. Le personnel est débordé et la nuit va être longue. C'est un vrai film. C'est un vrai film? Oui. Tu as le titre du film? J'ai pas le titre, mais il est sorti l'année dernière. Il est sorti il y a plus longtemps que l'année dernière. Effectivement, c'est une bonne réponse. Il a été à Cannes. C'est La Fracture. Voilà, il a été à Cannes il y a 2 ans. Catherine Corsini de 2021. Ah, c'est plus que ça, pardon. Ah oui, je croyais que c'était il y a 2 ans. Le couple lesbien, tu connais le couple lesbien dedans? Marina Foïs. Oui, et... Non, j'ai oublié. C'est Valeria Bruni Tedeschi. Ah oui, non, j'aurais pas trouvé. Mais oui, il y a Marina Foïs. Je ne l'ai pas vu, mais il est sur ma liste. Mais j'avais bien évidemment le synopsis, puisqu'on m'a dit est-ce que tu as vu un film lesbien avec gilet jauné? Et j'étais genre attendez, j'avance sur ma liste. Trop d'infos, mais je le regarderai, bien sûr. Très bien, deuxième extrait. 1 sur 1. Oh, sur 1, bravo. Au cœur de l'hiver islandais, Liv, une photographe quarantenaire... Je l'ai vu, c'est un vrai film. En pleine dépression saisonnière, héberge Clara, une étudiante belge venue documenter les traditions païennes du solstice. Entre rituels anciens, silence lourd et lumière bleutée, une intimité naît lentement. Il me semble que c'est un vrai. Eh bien, c'est ChatGPT. C'est pas vrai? Si. Parce qu'il y a un film comme ça avec une photographe, genre en Suède, un truc comme ça, où elle a une autre go qui débarque chez elle, comme c'est ça. Vrai ouais, je te jure. Bah écoute, ChatGPT a peut-être pas allé chercher très loin. Ouais, je crois qu'il est pas allé chercher très loin, parce qu'il y a vraiment un film comme ça, et c'est même son prénom à la go dans le film. Ah putain, c'est vrai. Ouais, je te jure. Va falloir qu'on enquête. Et alors, le film, il a même trouvé un titre, ça serait Nuit courbe. Nul. Oh putain, pour le titre, il faut qu'on repasse quand même, hein, c'est pas foufou. Hein. Ça, je pense que tu vas le trouver, troisième extrait. Ok. Une nonne du XVIIe siècle.
en Italie, souffre de visions religieuses. Voilà, c'est Benedetta, Cannes aussi. J'ai besoin qu'on parle de Benedetta. Vas-y, alors parlons de Benedetta. Qu'est-ce que t'en as pensé? La statue qui tombe. La go tombe. La statue tombe. Le sein de la Vierge dans la bouche de la nana. J'avais oublié cette scène. Tu peux pas oublier cette scène. Moi, je me rappelle du La statue de la Vierge qui tombe. Le sein tombe. Le sein de la statue tombe dans la bouche ouverte de Benedetta sur le sol qui fait... Le bruitage était bon. C'est un très bon bruitage. Tu pourrais te recycler en doublage. Et tu sais ce que t'as oublié sur ce film aussi? C'est qu'il s'ouvre sur une scène où deux nonnes sont en train de faire caca l'une à côté de l'autre et de s'essuyer avec de la paille en faisant des blagues. Et tu sais ce qu'elles font comme blague? Non. Elles pètent. Ah, j'avais oublié ça. Jessica, elles pètent. Elles pètent. Et tu entends les bruits de paix. Ça, des femmes qui pètent, c'est rare. Je... À part dans les films américains avec Kristen Wiig et... Oui, tu veux dire les pornos que tu regardes non, vraiment... SNL, Ah oui, avec... American Pie et compagnie, oui, bien voilà. sûr, ouais. Non, mais c'est pour dire, ce film est zinzin. Ce film est zinzin. Et comme ma meuf travaille dans le cinéma, j'ai une anecdote formidable en interne. Anecdote interne. Elle a un copain qui a bossé sur le film et le copain en question a assisté au bruitage. Il faut savoir que tout est bruité au cinéma. Tout est faux. Tout est bruité, on refait tous les bruits, notamment dans les scènes de sexe. Sont venus bruiter, non pas un mec, mais deux mecs. Le père et le fils. Parce que bruiteurs, il y en a 5 en France qui travaillent, et donc en fait, ils transmettent leur métier à leurs enfants. C'est quasiment que des hommes qui font ça, d'ailleurs c'est que des hommes qui font ça, c'est très sexiste comme milieu. Et souvent, ils tiennent déjà ce métier-là de leur père. Donc en fait, ça se transmet vraiment, et c'est un microcosme. Il est venu avec son fils. Ils ont bruité toutes les scènes de cul devant mon pote estomaqué. C'était deux énormes beaufs qui étaient morts de rire en train de mettre des nouilles dans un gant de toilette et de faire les bruits que t'imagines. Ils doublaient quoi? Évidemment, la scène du crucifix, enfin de la statuette taillée de Marie, là, voilà. En Michel. Arrive dans les couloirs par hasard l'actrice principale. Virginie Efira, qui passe dans les couloirs ce jour-là de la production. Et elle croise un des mecs qui bosse dessus, et le collègue de ma meuf était là. Il a entendu cette conversation où ils étaient en mode « Ah oui, on a terminé les bruitages et tout », et là elle devient blanche. Et elle a pas vu le film à ce moment-là. Elle a pas vu le film. Elle ne sait pas. Ça fait des mois qu'ils ont terminé de tourner, et elle fait « Est-ce qu'ils ont gardé la scène du crucifix ?» Et le mec se penche et fait « Oui ». Elle devient translucide, elle fait et elle part comme ça dans les couloirs. Et mon pote a assisté à ça, il était vraiment choqué en mode ah ouais, donc ça, elle c'est sait pas. une scène pour 10% en fait. Ouais. Ah, c'est génial. Et elle sait pas qu'il y a vraiment un père et son fils qui se sont foutus de sa gueule toute la journée derrière. Et ben maintenant elle le sait parce qu'on a clippé l'extrait et on lui envoie et on la tag à l'intérieur. C'est dur d'être actrice, Virginie Efira, t'es trop belle, je t'aime trop. En plus elle est géniale, Virginie Efira. Putain. Tu sais que j'ai eu un crush sur elle quand dans LOL, l'émission LOL qui ressort. Je te jure, je l'ai trouvée exceptionnelle dans l'émission. Elle était très bien. Je l'ai trouvée hilarante. Ils lui ont écrit des bonnes blagues. Ils lui ont écrit des bonnes blagues, et je l'ai trouvée hilarante, et je l'ai trouvée... Mais tu sais qu'à la base, elle est extrêmement charismatique. Et qu'à la base, elle vient du monde de la radio, de la télé. Bien sûr. Donc en fait, elle a vraiment essuyé les plates. Ah non, bien, avant vraiment. de devenir une comédienne respectée, respectable. Non mais je veux dire... Elle a vraiment... Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que... Je l'ai vue dans Benedetta, rien. J'étais genre, quel courage quand même d'avoir accepté de jouer ça. Quel courage, rien. Donc du coup, est-ce que c'est le... LOL qui ressort, j'étais genre, quelle belle femme. La proximité, c'est quoi? Non, c'est juste que Benedetta m'a pas convaincue déjà. Les autres films où elle est dedans, où elle joue et tout... Je crois... On a fait des comédies romantiques. Ouais, non mais je crois qu'il y avait pas la... Je crois que c'est la... Ouais, non mais c'est juste la voir, elle, avec son humour et son... Et à l'époque de La Nouvelle Star? Non, pareil, ça m'avait pas... Non, mon crush sur elle est très récent. Ok. Je l'ai trouvée absolument sublime dans LOL. Voilà. Très bien. Voilà. Elle a gagné, non? Non, pas du tout. Elle est arrivée en finale? Non, pas du tout. Non, elle est sortie assez rapidement. Ah bon? Ouais. Ah, genre, du coup, genre... Enfin, assez rapidement, je sais plus, mais elle est pas arrivée en finale. Elle était pas dans le... Si, c'est elle qui faisait le Barbichette avec Pierre Ninet? Non, c'était pas elle. À vérifier. Ouais, à vérifier, mais c'était pas elle. T'es prête pour un 4ème extrait? J'adore ce jeu. Une jeune femme est engagée comme servante d'une riche japonaise. Tu l'as? Ou pas? Vivant recluse dans un manoir. Mais la femme de chambre a un secret. Oh, bien sûr. Avec l'aide d'un escroc, se faisant passer pour un conte, ils ont d'autres plans, 3 petits points. Vrai film ou ChatGPT? Bah, c'est Mademoiselle. C'est Mademoiselle, bravo. Film coréen sublime. Ouais, 2016. vraiment incroyable. Park Chan-wook. Oui. Qui donne très envie de visiter la Corée. Oui, et qui te permet vraiment de ne plus jamais avoir une straight face quand tu vois des grelots. T'as vu?
Maintenant, à chaque fois que tu vois des grelots, tu penses à ce film. Drôlin. Drôla, vraiment, terrible. Là, je suis mort de rire parce que... On recommande complètement ce film qui est un mélange de thriller... Mademoiselle est géniale, c'est un très bon film. Thriller érotique aussi, quand même, il y a des scènes quand même. Hein. Oui. Non, ce qui est... Alors, et des très beaux paysages, donc il y a un petit côté... Oui, voilà. J'irai dormir chez vous. Non, et c'est super bien joué. Par contre, vraiment, genre, s'il y a des jeunes qui nous regardent ou des hommes gays, vraiment, tout ce qui est représenté en termes de sexe lesbien dans ce film, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est hilarant. Vraiment, toutes les lesbiennes se sont tapées des barres devant ce film. Mais... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films où les lesbiennes se tapent des barres parce que c'est quand même très très mal... mais il y en a surtout... Il y en a très peu où on se tape pas des barres monumentales. Bah c'est ça, oui. Si, Ammonite, pas mal. En termes de représentation de cul lesbien, Ammonite, pas mal. Et la jeune fille en feu? Bah, il y a pas de scène de cul. Bah quand même la scène qui est très intime où tu vois les pouces qui sous le bras et tout, ça m'avait marqué. Elles prennent de la drogue nue, mais c'est pas vraiment une scène de... Je sais pas ce qu'il te faut. Moi à mon niveau. Mais toi si on te claque la bise, c'est fini quoi. Alors, j'ai couché avec Bastien. Je suis déjà en érection. Enchaîne. Dans une petite ville industrielle de l'Est, 2 ouvrières syndiquées. De l'Est de quoi? Avec un grand E, donc j'imagine que c'est l'Europe de l'Est pendant la guerre. Ok. Fanny Maïssa mènent une grève contre la fermeture de leur usine textile. Ah, c'est peut-être du côté Strasbourg, quoi. Ouais. Dans l'intimité d'une caravane du piquet de grève, elles réapprennent à désirer. Putain, si ça existe, je l'ai pas vu. C'est ChatGPT. Ah yes! Franchement, pas mal. Ils sont pas mal, les synopsis. Pas mal. Et le dernier, récemment diplômée d'archéologie, Nour est envoyée dans le désert jordanien pour superviser un chantier. Elle y rencontre Laïla, conductrice 4x4 pour une ONG. Entre les ruines antiques et la chaleur, les 2 femmes explorent leurs cicatrices. ChatGPT est juste lesbophobe en fait. Et le film s'appelle Sable de verre. Attends, celui d'avant il était bien aussi. Le film d'avant c'était Rouge Caravane. Oh, je peux pas. Oh, connard de virus. Oh putain. Conductrice de 4x4. Elles se montrent les cicatrices. Allez, je peux pas. Bah après ça je m'appelle des cicatrices parce que oh putain, c'est incroyable. Mais merci pour ce beau moment. Bah c'est écoute, c'était bien. J'ai fait un 100%. T'as fait un 100%. Ça va Hélène, t'es fière de moi? Félicitations. Putain. Vous aurez un cadeau. Tu es chef de chœur. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est sans transition. Elle se doit dans le 4x4. Tu es chef de chœur à la queer. Non mais ça cartonne en ce moment, j'ai l'impression. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est la 5e interview qu'on fait de toi en une semaine. Ah oui, j'ai eu France Inter mardi dernier. Attends, mais qui France Inter? Une journaliste chez France Inter qui est venue. Pour quelle émission? Pour les réseaux sociaux. Ok. Petite vidéo pour les réseaux sociaux, comme avait fait Tétu il y a pas très longtemps. Même en fait, c'est ça, hein, quand tu commences à avoir un média qui parle de toi, tous les autres te disent mais faut qu'on fasse parce qu'il y a une tendance. Si tu le dis, je n'ai jamais fait grand chose qui m'amène autant de. Bah écoute, bientôt chez Anne-Elisabeth Lemoine. Franchement. Anne-Elisabeth, j'arrive. Qui se trompera sur. Mais alors pourquoi? Non, en vrai, ouais, c'est bien. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on porte ce projet-là. Et là, on est enfin sorti de notre bulle en se disant ça y est, maintenant on explose toutes les portes, on voit grand. Et de voir que les médias suivent derrière, c'est cool, en vrai. Mais la force de la commu. La force de la commu aussi. Hein. Ouais. Tu veux dire tout le public qui nous regarde aujourd'hui ce soir? Non, la force des gens qui soutiennent la queeral et de tous les choristes qui y passent et qui vivent un bon moment et qui du coup derrière en parlent à d'autres gens, qui en parlent à d'autres gens, ça remplit nos salles, ça intéresse les journalistes et ça fait monter, c'est un peu terrible hein, mais ça fait monter le nombre de viewers et d'abonnés sur Instagram. Parce que c'est pas la première chorale LGBT qu'on a à Paris. Non, mais on est, en tout cas à notre échelle, c'est-à-dire avec beaucoup de choristes comme on est la plus jeune. C'est vrai. On est en tout cas la plus tournée vers les 20-35, tu vois. Je veux dire Billie Eilish. Oui voilà, on est la plus tourné vers les 20-35. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes dans les autres chœurs LGBT, mais nous, on a vraiment toute notre com qui est tournée quand même vers ça. On a envie d'attirer les jeunes pour venir chanter, quoi. Ça marche très bien. Ça marche plutôt bien. Très souvent les voir. Oui. Dans des grandes salles comme en mode dans une cave, on s'amuse et à chaque fois, je passe un bon moment. C'est très gentil, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de voir que ça explose. Mais là, on a misé gros en se disant, bon, on boucle le Bataclan. C'est quand la mise en vente des billets? C'est lundi. Ok. Ce lundi-là. 26. C'est ça. Mise en vente des billets. Et concert le 5 juillet au Bataclan, ça va être dantesque. C'est énorme. C'est énorme. Une vraie salle de concert. C'est 1600 places. On va pas les faire, je pense, mais objectif 1002. Et alors, tu vois, j'ai regardé, c'est plus que genre la Cigale. Oui. La Cigale, je pensais que c'était. Bah non, en fait, c'est 1004. C'est ça. Et même, c'est plus que le Trianon. Oui.
C'est fou. Bah ouais, mais les gens, parce que le Bataclan fait pas... Parce qu'en fait, nous, on a pris une disposition, il y a la fosse en bas. Ah, debout. C'est ça. Ok. Parce que, toujours pareil, on tournait vers un public jeune qui peut tenir debout pendant qui peut tenir debout, et nous, on ne va que vers des salles qui peuvent nous proposer une disposition, en mode on retire les sièges en bas et on vous fait une fosse. Ouais. Parce que public tout assis pour venir voir un chœur, tout de suite, ça éteint l'énergie. Et nous, on se tourne vraiment vers un truc de concert, quoi. Nous, on est en mode, tu viens voir la Queerale, tu viens pas voir un truc plan-plan. Vous serez pas la salle Playel? Non, a priori, non. Sauf s'ils veulent bien enlever des sièges, mais voilà. Et puis, il nous faut toujours des grandes salles. Jusqu'ici, on n'a jamais fait en dessous on a essayé de jamais faire en dessous de 500 places parce qu'on veut que les places soient pas trop chères. Et de toute façon, comme vous avez récemment augmenté le nombre de choristes, de 60 à 85, c'est ça? De 55 à 84. Ok. On a pris 30 choristes en plus. En gros, ok. Forcément, ça fait plus de public. Ça va faire un peu plus de public. Il faut une scène plus grande. Alors, il faut une scène plus grande, tout à fait. Et en fait, 85 personnes sur scène, c'est illégal dans beaucoup d'espaces. Voilà, il faut le savoir. Ouais. Il y a des scènes qui sont énormes, mais qui en fait n'ont pas en termes de... Déjà le poids, et qui n'ont pas les accès sécuritaires pour, en cas d'incendie, en cas de problème, évacuer 85 personnes à temps. Et donc en fait, ils n'ont pas le droit. Si seulement vous pouviez chanter dans les années 80. Ah là là, où il n'y avait pas toutes ces normes. Tout le monde brûlait, les gens étaient contents. Oui, fumait sur voilà, place. Merde, on s'emmerdait pas, putain, un cigare dans la salle. T'avais un escabeau dans un coin pour t'échapper par la fenêtre. Oui, voilà. Non, voilà. Donc, le Bataclan, puis on a eu un super contact avec eux, ils ont été adorables du début à la fin avec nous. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est que quand on a fait notre concert précédent au Trabendo, ils ont regardé toutes les stories et nous envoyé des petits commentaires, le Bataclan qui t'écrit, le Bataclan qui t'envoie des petits mails pour te dire trop bien votre concert, félicitations. Enfin, ça c'est chouette. Adorable, vraiment très mignon. Ils ont pas beaucoup de salles qui font ça. Non, voilà. Et le Trabendo, pareil, on a eu un très bon feeling avec eux, des gens adorables qui travaillent bien, qui accueillent bien les artistes. En fait, c'est rare de trouver des salles qui traitent les artistes qui sont réunis en association. Ouais. Aussi bien qu'une grosse star qui serait de passage à Paris, etc. Parce que la plupart des salles, elles font juste de la mise à disposition de location. C'est ça. D'espace. Mais donc, du coup, voilà quoi, ils s'en foutent. Et quand ils voient association queer dans le résumé, ils sont genre bon, ok, c'est des ploucs qui débarquent. Et le truc, c'est que nous, on est hyper bien organisés. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que la Queerale, honnêtement, vraiment humblement, je vous le dis, on est très bien organisés. Mon équipe. CA, machin et tout. Non, mais le CA, mon équipe, ils sont hyper performants, ils sont hyper impliqués. Les choristes sont briefés, ils débarquent au Trabendo, ils ont débarqué à 55. Il n'y en a pas un qui est en retard, c'est carré. On repart, il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a rien, tout est carré. Si on décide de mettre des confettis pendant le show, on les ramasse à la main jusqu'au dernier confetti. Personne ne quitte l'espace tant que toutes les paillettes ne sont pas ramassées. Enfin, on est carré quoi. Contrairement à d'autres collectifs. Oui, voilà, dans tout terrain le nom. Mais juste, voilà, pour dire. Quand en face, on est face à des gens qui, genre, n'ont rien à foutre, les régisseurs arrivent pas à temps, t'es genre, mais le show commence dans 2 heures, on n'a pas encore travaillé le son, vous avez 55 musiciens à microter, qu'est-ce que vous foutez? Et que t'as payé la location de la salle, ta petite fortune, là. Et les gens, ils s'en foutent, les artistes, ils s'en foutent, ça représente rien. Pour nous, ça représente toutes nos économies. Pour nous, ça représente toute la vie de l'asso. Et l'asso peut fermer si... L'asso peut fermer si ça se passe mal, complètement. Donc, c'est vrai qu'on va vraiment vers des salles où on sent que le feeling passe tout de suite, qu'ils ont envie qu'on soit là. Comme ça, c'est plus pratique. Et il n'y en a pas 50 à Paris. La prochaine étape, c'est quoi? C'est des zéniths? Franchement, on aimerait bien. On va voir comment ça se passe avec le Bataclan, mais on aimerait bien pérenniser avec eux. On va voir comment ça se passe. Une salle un peu fétiche. Ouais, ça serait cool de pouvoir faire 2 fois par an un concert chez eux. Après, je mets pas la charrue devant les bœufs. On va voir comment ça se passe. C'est pas tout de suite, mais pour l'instant, le feeling est très bien et l'espace pour l'avoir visité, du coup, parce qu'ils nous ont permis de visiter, enfin vraiment adorable. L'espace est bien, et au niveau son, j'ai bon espoir que ce soit exceptionnel. Et c'est vraiment difficile de microter un chœur. C'est un exercice pour les régisseurs qui est très particulier parce qu'il n'y a jamais aucun régisseur qui débarque et qui dit moi microter des chorales. Bien sûr, je l'ai déjà fait. Tous les jours. Ça n'arrive jamais. Ils n'ont jamais microté de chorale et à chaque fois il faut tester des trucs. Ça prend des heures et des heures et des heures et c'est une angoisse pour eux. Et vraiment, on le voit sur leur visage que c'est terrible ce qu'on leur fait vivre. Et là, il y a tellement de matos là-bas que je me dis que ça peut passer. Fun fact, j'ai joué au Bataclan. Mais non. Mais si. Mais quand? En 1995. J'avais 1 an. Eh bien, moi, j'en avais 13. Mais qu'est-ce que tu foutais? Eh bien, en fait, je faisais partie d'un cours de théâtre ado, à Paris. Ah non, mais attends, mais là, c'est du sacré cours de théâtre. Et c'était la Compagnie des Sales Gosses. Et c'était ma 2e année. La première année, on était au Café de la Gare. Et la 2e année, on a fait notre spectacle de fin d'année au Bataclan. Dans quel univers? C'était super space, parce qu'en fait, c'était une reprise théâtrale, une adaptation théâtrale. J'ai peur de ce que tu vas dire. Du Prix du danger d'Yves Boisset. Je sais pas si tu connais ce film. Non, pas du tout. Alors pour le coup, c'est un film totalement visionnaire sur l'avenir. C'est parce que c'est un film avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli qui fait l'animateur télé. Et c'est une télé-réalité dans un futur dystopique
où genre t'as une chasse à l'homme en live Ok. avec un candidat et 5 tueurs. Un peu Hunger Games. Un peu Hunger Games, et c'est adapté aux États-Unis. Un peu la carte au trésor meets Hunger Games. Running Man aux États-Unis, ça y a eu un remake. Donc c'est de la chasse à l'homme en C'est de la télé-réalité. chasse à l'homme en télé-réalité. Qui a vu ça et s'est dit ça, bon sujet de pièce de théâtre pour des les, enfants. Les profs de théâtre. Mais ça va pas. Et donc. Mais ça va pas. Et en fait. Et qui s'est dit mettons-le au Bataclan. Ouais. Alors, non, ça c'était 30 ans avant. Tu pouvais pas imaginer. Enfin, il n'y avait pas d'attentat, c'est en 95. Donc il n'y a aucun moment. Ah non, mais je faisais même pas le lien avec ça en plus. Avec Genre les attentats. juste. Ah oui. Qui s'imagine Alors que. du coup, ce qu'on a fait, c'était que du coup. Mais c'est énorme le Bataclan, mais comment vous avez. Avec tous les parents, machin, mais c'était une soirée avec tous les recours, mais ils avaient. Mais c'était ouvert en haut aussi. Il y avait 50. Ouais. Quoi Ouais, on a rempli. Vous avez rempli le Bataclan? Ouais. Mais c'est 1600 places. Ouais, bah ouais, mais il y avait. Je sais pas, il y avait du Il y avait combien d'enfants dans cette compagnie? Il y avait au moins 6 cours. Ah oui, d'accord, donc c'est tout un cours en fait, de théâtre. Bah, en fait, parce Toute que une école, quoi. C'était par classe d'âge. Donc t'as les petits. Donc vraiment, de 6 l'école à a fait 8 sa ans. fête Ouais, là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Waouh. Et en fait, c'était un mélange de théâtre et de vidéo filmée. Donc toutes les parties de chasse à cours dans. C'était allé filmer ça dans la rue. En fait, ils avaient fait un partenariat avec une école de ciné et on avait tourné en amont des séquences où ça se tirait dessus, etc. Oh putain. Et après, il y a des moments où genre ça se court dans la rue, mais c'était hyper ambitieux. Et donc du coup, ils atterrissent sur scène, genre dans les rues derrière. Ah ouais, un peu comme aux en mode la Oscars. vidéo se termine Ouais. et on arrive sur scène. Exactement. Par contre, c'était pas léger pour un cours d'enfant. Non, tu m'étonnes. Après 13 ans, t'as pas envie de faire des pièces de gosse. 13 ans, t'as envie de faire des trucs... La première année, on avait fait Le Père Noël est une ordure. J'avais 12 ans Mais c'est hyper vulgaire. et j'ai fait Le Père Noël est une ordure, je faisais Pierre, la pièce de théâtre et tout. Avec les gros mots. Bah ouais, mais on adorait ça. Avec Mais évidemment, Thérèse. je t'encule Thérèse. Tu as dit je t'encule Thérèse à Bah non, 12 ans sur moi, scène. parce que moi j'étais Pierre. Donc Toi tu étais Pierre, oui Ouais. donc non, oui. Donc moi j'étais, ça nous intéresse pas. Mais ouais. Il y a un enfant qui a dit je t'encule Thérèse sur scène. Tout à fait. Je peux mourir. Avec qui je suis encore ami aujourd'hui d'ailleurs. Mais tu sais que ça fait des dramas. Ça fait des dramas pour plusieurs raisons. T'as un enfant qui devait faire le truc au début. Et en plus, le cours à l'époque il était dans le 16e. Bah bien sûr. Au théâtre du Ranelagh dans Bien le sûr. 16e. Le théâtre du Ranelagh. Oui. J'ai joué là-bas. Ah bah voilà. Moi Incroyable. aussi j'ai fait un spectacle de fin d'année là-bas. Oh là là. Et qui était un peu mon coming out où je faisais le sketch de Pierre Palmade où il est homosexuel. Bien sûr, bien J'étais sûr. en 5e. Bref, autre histoire, autre anecdote. Et donc, Père Noël est une ordure, ouais. Et donc, il y a une famille, finalement, quand ils ont vu que le mec faisait le harceleur au téléphone, Oui. et ben ils ont retiré l'enfant du cours. Normal. Et du coup, il y a un autre enfant qui est arrivé. Et il y en a Où les un- parents ont dit oh, aucun et il y problème. en a un, effectivement, tout se passe bien et tout. Il devait faire Katia. Et au final, à un moment, il voulait pas faire Katia parce qu'il avait peur que ses camarades se moquent et qu'on dise de lui que c'est un travesti. Et les profs ont expliqué, alors non, tu sais, un travesti, c'est juste quelqu'un, machin, puis c'est du théâtre, etc. Et donc, mais en vrai, tout s'est bien passé et c'était un méga carton. Mais après, c'était les années 90. C'était. La vache, est-ce que vous vous rendez Une compte? autre époque. Franchement, aujourd'hui, J'ai les photos et tout, je remonterai les photos et tout. En Pierre avec le vieux gilet à la mais serpillière c'est et tout. dinguissime. Mais t'imagines aujourd'hui? Ça ne passerait jamais. Jamais. Et encore après. Tu veux que je te dise, moi j'ai travaillé avec des enfants. Ouais. Moi j'ai été prof. J'étais chef de chœur au conservatoire avec des enfants. Ouais. Je n'avais pas le droit de leur faire chanter du Billie Eilish parce qu'il y a des gros mots dedans. Pas des enfants, hein, des adolescents. Ils avaient entre 12 et 17 ans. Mais après, c'était la promesse un peu du cours, genre vos enfants vont pas. Vos enfants seront vulgaires. C'était la compagnie du sale gosse, donc c'était vraiment ambiance café-théâtre. Et c'était, on n'est pas là pour faire du Molière, pour faire des trucs un peu machin. Ouais. Et genre, on y va, on s'amuse quoi. Carton. Et donc la dernière. Je n'avais pas le droit de leur faire chanter des paroles en anglais de Billie Eilish écoute, parce qu'il y a des sous-entendus sexuels dedans et des trucs comme ça. Dans les années 90, je faisais. Et on n'a pas fait la pièce en entier, mais ça se termine où genre je dis bon bah je vais au pute parce que Bah oui. c'est Noël et je Bah vais. oui. Bah oui. Et tout, mais par contre, mais moi, mes Père Noël est une ordure, à la maison, je le connaissais. Enfin, j'avais un grand Ton père frère. qui travaille au diocèse, il a vu ça? Ouais. Bah oui, ils étaient hyper fiers de moi. Je suis émerveillée. Mais à l'époque, je le connaissais par cœur le film. Parce que j'avais un grand frère et une grande sœur, on se faisait les répliques entières et Non, tout. mais bien sûr. J'avais 8 ans. Non mais c'était Je important. faisais tout. Comme, toi, comme c'est- moment culturel. Mais ouais, complètement. Mais moi aussi quand j'étais enfant, j'adorais. Et la dernière année, on avait fait une Mais c'est adaptation. pas pour autant qu'il faut mettre- Attends, on a fait une adaptation. Donc j'avais 15 ans. On a fait une adaptation des Misérables, pareil sur scène. C'est moi qui faisais Cosette. Donc mon premier drag. Et ça, c'était au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Oh my god. Yes. Mais vous avez joué sur des scènes de ouf. Des scènes de ouf. Waouh. Et après, on a T'es fait. resté longtemps dans cette compagnie-là? Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Incroyable. Et
Et donc... En fait, il voulait former les petits trublions de demain, c'est un peu ça, ouais. les petits théâtreux... Et en parallèle, et donc du coup, mon premier drag sur scène, j'avais 15 ans. Tu faisais Cosette. Mon prince est en chemin déjà, je ne sais pas comme il sera, mais je sais qu'il viendra demain. Mon prince est déjà en chemin. Et donc c'était hyper drôle parce qu'à l'époque j'étais déjà... Et tes parents ont fait cela ne signifie en rien qu'il est homosexuel. Ils m'ont dit tout, il y avait les grands-parents dans la salle et tout, qui m'ont dit putain t'es belle en meuf. T'es une belle femme. Est-ce que c'est ça qui a semé la graine dans ton esprit? La graine était déjà là. La graine était déjà là. C'est qu'à la base, c'est juste drôle, c'était à cause de lapsus. Parce qu'on était en train de répéter, je devais faire un autre rôle. Et j'arrive avec en fait, c'était un film. Dans le film, on montrait sur scène une équipe qui tournait une adaptation des Misérables. Et moi, je faisais genre le coiffeur. Et j'arrivais, je disais, oh, je suis pas d'accord, je devais pas faire Cosette. Enfin, je devais le dire normalement, je suis pas d'accord. Et en fait, je me suis trompé. Et donc, au lieu de dire je devais pas faire Cosette, je dis moi je devais faire Cosette, pas machin. Et là, il a de rire. Et ma prof, qui avait quand même le nez creux parce que she saw through me, elle dit fais-le un peu façon homosexuelle, la cage aux folles, et puis on va te faire Cosette. Love it. Et là, je l'ai fait comme ça. Elle a dit un enfant, est-ce que tu peux le faire un peu la cage aux folles? Ouais. Les années 90, c'était wild. Et donc, je l'ai fait un peu, je suis pas d'accord. Je suis pas allé chercher très loin, ça. Non, juste à côté. Vraiment comme ça, et genre éclater. J'adore qu'il y avait 2 rôles pour toi, le coiffeur ou Cosette. Vraiment. Mais les années 90, tout était permis. L'enfant homosexuel de ton cours de théâtre, tu lui disais alors Thierry, tu vas faire le coiffeur, ça te plaît ça? Tu peux le faire un peu plus gay s'il te plaît, un peu plus la cage aux folles? Voilà. Finalement tu feras Cosette, on va te mettre une perruque devant ton père le diacre, ça sera bien ça. En vrai, c'est dingue. Non mais en vrai c'était un peu une libération genre. Bah tu m'étonnes. Pour elle aussi c'était. Pour elle aussi. Non mais je veux dire, genre je lui ouvre la. La prof elle a fait waouh, je me sens libérée. La fenêtre des possibilités. Si gay, je lui ouvre la fenêtre d'Overton. Bah oui. Tu vois? Donc c'était en mode peut-être que ça va planter une graine en lui et tu que ça va machin. Et quand je l'ai vu il y a pas si longtemps, genre 3 ans après. Ta prof? Ouais. Dans un autre spectacle et tout. Et je lui dis tu sais maintenant je suis drag queen, elle me regarde, je dis super. J'avais peur que tu t'acceptes pas. Trop mims. Parce qu'elle savait que ton père était dans le... Mais à l'époque, mon père était pas diacre, à l'époque, il était juste banquier. Il a jamais été diacre d'ailleurs. Il a jamais été diacre. Non, parce qu'attendez, il faut qu'on parle d'un truc. Cette femme sublime que vous avez face à vous, cette femme bold and beautiful, son père qui bosse au diocèse... Il a 3 vies, 3 métiers. Il a eu 3 métiers, mais actuellement son il père... est bénévole au diocèse de Paris. Et sa mère, allez-vous me demander, sa mère est une artiste. Elle est femme au foyer, parce que c'est une bonne maman de... Bien sûr, elle est femme au foyer, mais ses 2 parents les retraités. Donc son père, il a choisi la voie de Dieu pour sa retraite. Sa mère dessine du porno. C'est bon pour vous? Sa mère dessine du porno. Et c'est magnifique, c'est sublime. Mais c'est des illustrations. Et pas que du porno. Ah non, aussi du porno lesbien et lesbien et gay. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Elle en fait des gravures. Sa mère grave des tuches grandes ouvertes. Sa mère grave des hommes en train de s'enculer. C'est absolument extraordinaire. Et elle a un talent fou. Elle a un talent fou. Elle incite. Je ne veux pas connaître son historique internet. Je veux pas voir. Mais en plus, elle t'a dit qu'elle regardait des vidéos pour. Non, elle regarde pas des vidéos. C'est sur photos. C'est photos. Elle regarde des photos érotiques. En fait, à la base, ça a commencé comme. C'est des captures d'écran de porno, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ça a commencé comme érotique, mais en plus Kamasutra, donc un peu stylisé, etc., etc. Oui, mais tu m'as montré la dégringolade. C'est moi qui lui ai suggéré. Je lui ai dit, écoute, quitte à faire des trucs érotiques, fais des trucs LGBT. Ça plaira à mes amis, tu les vendras. On en a vendu un. Mais parce qu'elle a pas assez de visibilité. Mais c'est vraiment, si les gens voyaient ce que ta mère fait. Faudrait que je l'expose. Tu penses que Merci Marcha, ça. Au Merci Marcha, aux cavernes, n'importe. Mais vraiment, il faut. Donne le site pour aller voir ce que ta mère fait. C'est sur Instagram, Fourmi-Tinou sur Instagram. Voilà. C'est dinguissime ce qu'elle fait. Voilà. Et moi, tu m'as emmené sur le site où on voit les gravures, les illustrations. Ouais. Il y a d'autres techniques qu'elle fait. Elle fait. Elle a fait de l'appropriation culturelle aborigène. Oui, non, mais. Non, moi je parle de technique. Ah! Non, je parle de technique de style. Ah oui, puis après, elle est passée un peu à la couleur, où elle fait des trucs en 3D en relief. Voilà, c'est ça. Avec plusieurs degrés, un peu comme. Tu sais, les dessins animés Disney, c'est l'Illuide avec les machins, les plusieurs couches. Donc elle fait ça. Tu peux mettre une petite lumière par en dessous, une lupiote, et puis du coup, ça te fait une. Non, mais franchement, c'est magnifique. Elle est très forte. Et elle essaye de faire tes wigs. Ce que je trouve adorable. Elle m'a massacré une belle wig à 100 balles. Mais... Quand sa mère a vu que son fils était drag queen, elle s'est dit je vais te faire les perruques. C'est pas évident, mais c'est très dur de faire les cheveux. Parlons-en des artistes perruquiers. Moi qui n'en ai pas du tout, je sais que combien c'est dur. C'est vraiment dur. Et tu as de très belles wigs. Que tu as payé cher, elles sont très belles. Mais c'est pas celle que ta mère t'a fait pour l'instant. Il faut qu'elle s'entraîne encore. Je vois qu'elle a lâché l'affaire. Mais ce qui est très mignon, c'est qu'elle a MP
Camille. Camille. Elle a MB Camille parce que du coup, pour avoir des conseils. Elle m'a demandé des tutos YouTube et j'ai envoyé ce que j'ai trouvé en français. Il y en a pas beaucoup en non, fait, pas anglais. Et en français, il y avait Camille qui a fait un ou deux, mais vieux, c'est-à-dire vraiment 3-4 ans avant Drag Race et tout. Et donc elle a regardé ça, elle dit c'est super. Et donc elle a MB Camille en mode pour lui demander des conseils. C'est adorable. Et je lui dis, tu sais, il est un peu occupé Camille en ce moment, il a 2-3 trucs à faire. Et il aurait pu prendre le temps. Elle aurait pu prendre le temps de répondre à ta maman qui fait, les perruques à son fils. Si je la croise un jour, je lui dirais, écoute, ma mère est très triste. Ça c'est pour ma mère. Quelle horreur. Ah, la pauvre. Non, vraiment, c'est adorable. Et ton père m'a vu en drague. Alors, quand je suis en père-eustache, c'est-à-dire là je savais qu'on allait parler un peu tranquille et que j'allais pas être dans le personnage, donc je me suis pas mis en père-eustache ce soir, mais je suis en prêtre normalement. Ton père m'a vu en prêtre. Ton père m'a vu 3-4 heures en prêtre. Ouais. Ton père n'a absolument pas capté que t'étais une femme cis. Que j'étais pas un homme en tout cas. Oui, parce que t'es pas vraiment une femme cis non plus. On est dans la non-binarité, mais en tout cas, tu n'étais pas un homme cis. Il a pas du tout capté, je trouve ça hilarant. Ouais. Parce que on s'est vu à ça quand même. Hein. J'ai été obligé de lui montrer donc des photos de toi. Ah, parce qu'il te croyait pas? Non, du coup je lui ai montré ton Instagram, Julie Furton. Ah, d'accord. Voilà. Je vais pas montrer le film On te voit nu, mais. Putain, quel dommage. Les films où on me voit nu. Ah, il y a plusieurs films? Bah oui. Ah, bah oui. Eh bah oui. Ah bah oui. Eh bah oui. Alors j'ai été figurant dans ce film vraiment. Dont on t'aira le nom, voilà, parce que, voilà. On me voit nu. Juste de dos. De profil. Et puis on voit pas ton visage. Ouais. On sait que c'est toi si on sait que c'est toi. C'est ça. Mais non, je suis également nu dans King Max. Tout à fait. Frontalement nu, tout pour à le fait. coup. Ouais. Voilà. Bon bah. Ça a été sympa aussi. C'est le passage obligé. Ça a été sympa de montrer ça à mes parents aussi à Noël. C'était chouette. Ça c'est un vrai truc. Hein. Non, en vrai, moi je suis très. T'as toujours été. Non, pas toujours, mais je suis. On finit pas nos phrases. Ça y est, c'est fini. Ouais. T'as toujours. Non mais mais en fait non. Seulement le week-end. Ok. Ouais. Non, je suis très. J'ai pas vraiment ce truc avec le corps et les parents et machin, genre pas quand c'est en représentation. Tu vois, pas quand c'est en représentation. Genre, je vais être nue sur scène et tu me dis, il y a mes parents dans la salle, j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est des gens du public comme tous les autres. Tu vois, je t'ai vu sur scène quand tu diriges la chorale, la queerale, tu peux être très sexy. Oui. Si tes parents étaient dans la salle, ça te poserait pas de problème. Non, du tout. Non, même moi, je suis actrice de formation, donc on est formé à faire toutes sortes de choses, notamment aussi des scènes de sexe. Hein. C'est vrai qu'on travaille aussi ça. Et en fait, dans la salle, c'est pas impossible qu'il y ait des gens que t'as invités, tu vois. Donc, c'est pas qu'il y a plus de pudeur, c'est qu'elle va se placer ailleurs. Et en tout cas, vis-à-vis de ça, non, moi, j'ai pas vraiment que mes parents soient là ou pas. De toute façon, quand tu deviens actrice, c'est pour t'exposer aussi. Tu dis pas genre, non, me regardez pas. Hein. Bah oui, mais après, tu peux. Enfin, tu vois, je sais que Adèle Exarchopoulos, par exemple, ça a été horrible pour elle de montrer ce film à son père. Ouais, après, c'est pas. Non, mais c'est terrible. C'est juste loin, la vie d'Adèle. C'est terrible. Mais elle garde un souvenir terrible de quand elle a dû être littéralement à côté de son père pendant qu'il regardait le film et que c'est. Enfin, non, je crois qu'elle était pas à côté. Justement, elle a demandé à pas être à côté, mais il était dans la salle. Elle a dit c'était horrible pour moi. Et moi, je pense que j'aurais juste dit à mes parents, franchement, ne le voyez pas. À mon avis, j'aurais dit, je vous préviens, il y a du sexe hardcore dedans pendant des heures. Ouais. Donc, à vous de choisir. Ouais. À mon avis, ils auraient dit, bon, dans ce cas-là, peut-être que non. On regardera le résumé sur YouTube. Mais c'est vrai que sinon, en dehors de d'un cas comme ça, nudité, tout ça, non. J'en ai fait tout un flanc pour ton show parce que c'était drôle de se dire, j'ai été à poil sur une péniche et ça a été gardé au montage et je ne le savais pas et c'est terrible. Qu'ils aient moins 12 en plus. Qu'ils aient moins 12. La réalité, j'aurais juste voulu être payé plus, mais je m'en fous. Sinon, je l'aurais pas fait. Eustache, merci pour ta visite. Mais merci à toi. Donc on te retrouve à la Queerale le 12 juillet. Le 5 juillet. Le 5 juillet au Bataclan. Donc on te retrouve à la Queerale le 5 juillet au Bataclan. Tout à fait. La billetterie ouvre ce lundi 26 mai. Alors la vidéo ça sortira peut-être après, donc du coup. Eh bien, la billetterie est ouverte. La billetterie est ouverte. Ou bleue. Et parce que j'aime bien les blagues de qualité aussi. Merci d'avoir été le premier invité à l'Exploratrice. Mais merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et on a bien ri, on a bien papoté. Moi, j'aimerais qu'on dise aux suivantes que tu inviteras, essayez de faire un look qui matche mieux que nous deux ce soir, ça va être très dur. N'y arriverai pas. Regardez-nous. Quelle beauté. À très bientôt, bisous. À très bientôt, merci. Moi. On est accrochés. Oh non, les ciseaux, ok.